Bonjour, je m'appelle Antoine Bueno et je suis l'auteur de Futur, notre avenir de A à Z, qui est une sorte de dictionnaire du futur, publié aux éditions Flammarion. En termes sémantiques, j'ai jamais vu de grande différence entre futurologue et prospectiviste. Je crois que dans l'imaginaire collectif, c'est des mots qui sont assez complémentaires parce que la futurologie, ça parle à peu près à tout le monde, mais en même temps, ça fait pas sérieux, ça fait un peu gadget, boule de cristal, Madame Irma. Alors que la prospective, j'ai constaté que c'était un terme que beaucoup moins de gens connaissaient, mais pourtant, c'est un petit peu plus scientifique. Et donc, je crois que je préfère prospectiviste, mais comme ça parle moins au grand public, je peux plus facilement utiliser futurologue pour certains médias dans certaines circonstances. Voilà, on peut s'adapter. Maintenant, est-ce que s'interroger sur le futur, c'est s'interroger sur du vent? Il faut bien comprendre que la prospective, c'est une approche transversale de projections qui sont faites dans énormément de disciplines. Il ne vous viendrait pas à l'idée de poser la même question, par exemple, à un climatologue, en lui disant enfin, pourquoi tu travailles sur la climatologie? Demain, les températures monteront peut-être, mais comme c'est demain, ça n'aura pas lieu, c'est du vent. Et alors, pour vous donner une autre analogie, pour comprendre un peu l'intérêt de la prospective, c'est de partir de l'individu. Si vous avez un ami qui prépare ses vacances, il ne vous viendra pas à l'idée de lui dire que c'est inutile de préparer ses vacances, même s'il ne sait pas exactement comment ça va se passer, c'est plutôt utile et pratique de s'organiser. Au niveau global, c'est la même chose et c'est à ça que sert la prospective. Alors, mon livre Futur est un abécédaire, une sorte de dictionnaire du futur, mais ça serait pas très intéressant s'il n'y avait pas non plus un cadre d'analyse global que je donne en avant-propos. Mon cadre d'analyse, c'est de dire qu'il va y avoir deux très grands déterminants de notre avenir, qui sont la crise environnementale et la révolution technologique. Donc, de ce point de vue-là, je les mets un tout petit peu sur le même plan, d'autant plus qu'entre crise environnementale et révolution technologique, il y a vraiment un côté œuf et poule, parce que ce sont évidemment les percées technologiques qui nous ont conduits à mettre à mal notre environnement, comme on peut le constater aujourd'hui, et en même temps, on ne peut que miser aussi sur la technologie pour parvenir à vaincre, par exemple, le réchauffement climatique. Donc, l'un et l'autre sont imbriqués. Et donc, d'un point de vue fondamental, la crise environnementale est première, parce que tout simplement, elle a le pouvoir de nous rayer de la carte ou de conduire à l'effondrement de notre civilisation. Tout simplement, si on ne prend pas en compte la donnée environnementale, on pourrait ne pas avoir de futur. Alors, le climato-scepticisme, me semble-t-il aujourd'hui, pourrait être rapproché du créationnisme ou des théories de la Terre plate, de la remise en cause de l'héliocentrisme. C'est-à-dire que c'est humain, vous aurez toujours des résistances, une volonté de ne pas croire à des choses qui sont très communément établies. Mais d'un point de vue scientifique, aujourd'hui, sérieusement, on ne peut pas remettre en cause non seulement le phénomène du réchauffement climatique, mais aussi et surtout son origine anthropique. Alors non, pas tout à fait quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas compter que sur les énergies renouvelables. Alors attention, quand on parle des énergies renouvelables, on pense spontanément par exemple au photovoltaïque ou à l'éolien. Mais certains classent par exemple le nucléaire lui-même dans les énergies renouvelables. Mais si on ne le fait pas, ces énergies renouvelables-là, il ne faut pas oublier l'hydroélectrique, ne seront pas suffisantes pour remplacer les énergies fossiles. Et donc, il faut aller vers un mix énergétique qui n'écarte pas le nucléaire. On ne peut pas, on ne pourra pas faire de transition énergétique digne de ce nom sans le nucléaire. C'est ça que je veux dire. Après, en termes de proportions, l'idéal serait d'augmenter les proportions actuelles de puissance nucléaire de l'ordre de 5, quand il faudrait augmenter les proportions des énergies renouvelables de l'ordre de 50. Donc oui, oui, les énergies renouvelables, elles vont quand même être absolument clés dans cette transition. Alors, ça peut commencer par un constat de bon sens. L'effondrement de notre civilisation est possible tout simplement parce que toutes les civilisations qui nous ont précédés se sont effondrées. On ne voit pas pourquoi la nôtre échapperait à la règle. Alors ensuite, d'un point de vue théorique, on n'a pas attendu Pablo Servigne, pour ne citer que lui, pour s'intéresser à l'effondrement et en faire un champ d'études vraiment scientifique.
Aujourd'hui, d'un point de vue théorique, on a deux modèles dominants qui sont des modèles d'effondrement endogènes, c'est-à-dire qui expliquent l'effondrement des civilisations à partir du développement intérieur, de la dynamique intérieure de ces civilisations. C'est d'ailleurs leur limite, puisque certaines civilisations peuvent s'effondrer du fait d'un choc extérieur. Alors, ces deux modèles d'effondrement endogène, c'est celui de Tainter, qui était un soviétique qui écrivait dans les années 80 et qui n'a d'ailleurs pas du tout vu venir l'effondrement de l'Union soviétique. Par ailleurs, c'est le modèle qu'on connaît un petit peu mieux, mais qui est beaucoup plus récent, de Jared Diamond, qui a écrit ce livre qui a eu énormément de succès, qui s'appelle Effondrement, et son modèle à lui est le modèle du polder. Alors, le modèle de Tainter nous dit que plus une société, une civilisation se complexifie, plus elle court à sa perte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les ressources qu'on déploie pour la complexification deviennent plus importantes que les bénéfices qu'on en retire. Ça, c'est un des modèles. L'autre, celui du polder, celui de Jared Diamond, ne prétend pas, contrairement à celui de Tainter, expliquer tous les effondrements, mais nous explique que dans un certain nombre de cas, un certain nombre de civilisations se sont effondrées pour avoir mal géré leurs ressources naturelles. Évidemment, en filigrane, c'est la situation actuelle de la crise environnementale avec la possibilité d'un effondrement global qui est visée. Ça, c'était la théorie. Maintenant, d'un point de vue pratique, on peut schématiser les scénarios de l'effondrement en trois. On a un premier scénario qui est celui de l'arrêt cardiaque, la syncope. C'est un énorme cataclysme financier et économique, une crise, un crack, face auquel l'économie mondiale, l'économie du monde ne se relève pas. Alors bien sûr c'est possible, mais aujourd'hui, surtout après les crises de 29 et encore plus de 2008, on a plutôt observé l'inverse, c'est-à-dire qu'on a observé une capacité de rebond et de résilience assez étonnante du système économique mondial. Le deuxième candidat, je dirais, au scénario d'effondrement crédible, c'est celui de la panne sèche, sachant que tous ces scénarios peuvent se cumuler, bien entendu. La panne sèche, on arrive à court de matières premières, en particulier l'une particulièrement stratégique, qui est évidemment le pétrole. Alors c'est possible aussi, mais ça n'est pas inéluctable. Parce que jusqu'ici, depuis 50 ans que le scénario de la panne sèche a été élaboré par le Club de Rome, eh bien, les mécanismes de la technologie et du marché nous ont permis d'éviter d'être à court de telle ou telle matière première, et il n'y a pas de raison fondamentale pour laquelle il n'en serait pas de même demain pour le pétrole, sachant que le pic pétrolier, c'est-à-dire le moment où on produit au maximum du pétrole, est passé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque mois, on va produire de moins en moins de pétrole. Donc, si il n'y a pas un découplage de l'économie avec le cours du baril, oui, effectivement, là, ça fait courir de véritables risques pour la civilisation. Mais d'un point de vue théorique, il n'y a aucune raison que ce découplage n'intervienne pas un jour ou l'autre. Alors, le troisième scénario, c'est évidemment celui de la cocotte minute, c'est celui du réchauffement climatique. Un impact du réchauffement climatique qui conduirait à des cataclysmes un peu partout sur la planète, et en particulier un effondrement du Sud. Alors ça, à mon sens, c'est plus un effondrement qui s'inscrit dans la durée, parce que vous savez, les collapsologues distinguent des effondrements brefs, d'effondrements qui prennent plus de temps. Donc celui-là, ce scénario-là, prendrait un petit peu plus de temps, parce que si le Sud s'effondrait du fait du réchauffement climatique, tout dépendrait de la réaction du Nord, qui pourrait se barricader derrière une frontière inexpugnable. Alors là, de deux choses l'une, soit le Nord parvient à maintenir une forme de croissance, de progrès scientifique et technologique, et il n'y a pas effondrement, soit l'ensemble des ressources que le Nord déploie pour lutter contre sa part du réchauffement climatique et contre les envahisseurs de cette grande zone du Sud qui serait livrée au chaos, alors vraiment dans un scénario de science-fiction, mais qui est tout à fait crédible, et bien que l'ensemble de ces moyens ne permettent plus à la science et à la technologie de progresser. Oui, là, dans ce cas, on aurait un effondrement qui prendrait quelques décennies, disons jusqu'à la moitié du XXIe siècle. Alors, les data, première chose à mon avis extrêmement importante, c'est de ne pas en exagérer l'importance. Je veux dire, c'est fondamental, mais c'est moins fondamental que l'énergie. Moi, je lis beaucoup d'analyses qui expliquent, c'est la grande mode, que les datas vont être l'or de demain et qu'on ne jurera que par les datas, certes, mais à condition de disposer de l'énergie nécessaire pour déployer tout ça. Donc il ne faut pas oublier qu'on ne va pas changer
de monde. On ne va pas tout d'un coup, par un coup de baguette magique, ne plus avoir besoin d'énergie. Et donc, si on n'a pas d'énergie demain, si on ne fait pas cette transition énergétique, les data ne pèseront rien. En revanche, si on a suffisamment d'énergie pour continuer dans la voie dans laquelle on s'est engagé depuis maintenant quelques décennies, oui, les data seront le carburant de cette civilisation. Je veux dire, le second carburant, le premier étant l'énergie, que ce soit une énergie nucléaire ou d'autres types de renouvelables, voire énergie fossile si on effectue de la captation du carbone à la source, etc. Mais donc, le second carburant de ce monde-là seront les data. Et c'est la raison pour laquelle je ne souscris pas à la thèse d'Harari tout en payant mes dettes, hein, parce que j'adore Harari, évidemment, c'est un auteur formidable, mais je crois que sur la question du dataïsme, il confond le carburant et le sens. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme si, au début du XXe siècle, un auteur avait écrit pour dire que bientôt, on allait vénérer le pétrole. Ben, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que les data seront le carburant qui permettront de faire tourner une économie d'intelligence artificielle, de technologie, de robotique, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va se mettre à vénérer les data. Donc, ce concept de dataïsme me semble un peu à côté de la plaque. Alors, en termes politiques, en revanche, l'enjeu des data est absolument clé pour une raison très simple, c'est que l'émergence, en bon français, du big data élargit le champ politique comme jamais. Et plus précisément, l'élargit à deux extrêmes qui n'étaient pas réalisables techniquement aujourd'hui. Le premier de ces extrêmes, c'est le véritable totalitarisme. Alors là, je sais que je vais faire frémir. Comment peut-on dire que le véritable totalitarisme n'était pas possible jusqu'ici? Eh bien oui, du point de vue des dictateurs, c'était très très compliqué de mettre un policier derrière chaque citoyen. Mais avec le big data, c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut, et la Chine d'ailleurs ne se prive pas de le faire, mettre en place un techno-totalitarisme beaucoup plus achevé, une sorte d'idéal totalitaire, aujourd'hui avec ces nouvelles technologies. Et à l'autre bout du spectre politique, le big data va permettre la démocratie directe. Tout simplement parce que vous pouvez, dès aujourd'hui, entrevoir un système dans lequel vous aurez des algorithmes qui prendront en temps réel les décisions collectives qui s'imposent en fonction de milliards d'informations remontées par l'observation de ce que font, de ce que disent, de ce que pensent tous les citoyens. Si on essaye de regarder les choses de manière réaliste, on s'aperçoit que les discours transhumanistes sont souvent assez exagérés et effectivement, vous l'avez dit, ne s'appuient pas sur une base scientifique. Par exemple, on invoque très souvent la loi de Moore, selon laquelle la puissance de calcul des transistors double tous les 6 mois. Ce n'est pas du tout une loi scientifique, c'est un programme industriel autoréalisateur. Depuis que le fondateur d'Intel l'a énoncé, les industriels s'efforcent qu'elle soit respectée, et c'est pour ça qu'on a une telle croissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est une mystique, effectivement, le transhumanisme, mais pas non plus une mystification, parce que le transhumanisme s'ancre dans un constat qui est absolument irréfutable, c'est le constat que la révolution technologique est l'un des très grands déterminants de notre avenir et peut effectivement avoir le pouvoir de balayer notre monde. La question, c'est quand les transhumanistes vous disent très bientôt. Non, ça ne sera certainement pas très bientôt. L'immortalité, on en est encore extrêmement loin. Et puis ensuite, les transhumanistes vous disent que tout ça est inéluctable, que la marche du progrès est linéaire. On retrouve d'ailleurs cette idée chez Harari, dans son Homo Deus, alors que rien ne le garantit. On pourrait avoir des revers, ne serait-ce que si on prend en compte la question environnementale. Les transhumanistes ont tendance à négliger ça en passant par pertes et profits les risques environnementaux sur l'autel de notre future toute-puissance technologique. Ça, c'est une erreur fondamentale. Alors, je voudrais essayer d'expliciter votre question en ce qui concerne les frontières, puisque vous faites une opposition entre frontières physiques et frontières territoriales. Ce que vous visez par le terme frontière physique, c'est le fait qu'aujourd'hui, je me définis par des critères physiques et biologiques. Je suis par exemple un être vivant par opposition à ce qui n'est pas vivant. Eh bien, cette frontière entre le vivant et l'inerte est en train d'être effacée par la découverte qu'on fait de l'ensemble des modifications graduelles qui conduisent un ensemble carboné complexe à devenir un être vivant. Par exemple, un virus n'est pas vraiment un être vivant, mais il n'est pas loin d'un être vivant. Donc la frontière entre l'inerte et le biologique, elle est extrêmement ténue et donc elle est en train de s'effacer avec notre compréhension de ce qu'est la vie.
Idem, je me définis parce que, en étant un être humain par opposition au monde animal. Ben, c'est pareil, on découvre qu'on partage notre patrimoine génétique avec quasiment tous les êtres vivants, au point qu'on pense qu'il y a un être vivant originel, Lucas, c'est le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants et que donc tout a dérivé de cet être vivant primordial. Et on découvre que nous partageons par exemple 98% de nos gènes avec le chimpanzé. Donc la différence entre l'homme et l'animal, elle s'efface aussi de plus en plus. Idem, et alors là c'est pas la peine de développer, entre l'homme et la femme. Je me définis comme un homme, moi je suis un homme. Bon, mais là c'est pareil, cette différence elle est en train d'être battue en brèche. Et donc d'un point de vue identitaire, avec l'effacement de ces frontières-là, ça a un impact colossal. Il est assez absurde d'imaginer que dans un monde où je ne sais pas si je suis vraiment vivant, ou quelle est ma différence avec une pierre, je ne sais pas si je suis un homme ou une femme, je ne sais pas si je suis un animal, un être humain, en revanche, je vais continuer d'être absolument certain d'être un Français et pas un Allemand. C'est absolument, ça ne tient pas la route, quoi. C'est ridicule. Et d'ailleurs, la réalité des frontières aujourd'hui, elle est extrêmement contrastée. Certes, elles existent toujours, ces frontières, mais elles existent pour qui ? Elles existent pour l'immense majorité du cheptel humain, parce qu'elles constituent un mode d'administration extrêmement commode, mais ces frontières, elles s'effacent pour l'underworld, pardonnez-moi encore un anglicisme, et l'upperworld, c'est-à-dire les personnes qui se sentent obligées de quitter leur pays, les migrants arrivent à battre en brèche les frontières et on voit que la capacité des États, surtout quand ce sont des États dits démocratiques qui s'ancrent sur les droits de l'homme, à endiguer ça est extrêmement compromise, voire totalement illusoire. Et l'upper world, ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de pouvoir, pour lesquels les frontières n'existent tout simplement pas. Alors, en revanche, vous avez raison, la marche à l'effacement des frontières, qui à mon avis est inéluctable, pourrait s'effectuer selon deux scénarios tout à fait différents. Le premier scénario, c'est celui de la fin de l'histoire de Francis Fukuyama. La crise environnementale est à peu près négociée, on a fait à peu près ce qu'il fallait. On a observé une résilience formidable de la part de l'ensemble des sociétés, en particulier des sociétés du Sud, qui ont réussi à préserver leur croissance et à accéder au développement. Et donc là, il y a une uniformisation du monde entier, ce qu'avait prévu Francis Fukuyama. Et cela ne peut conduire qu'à un effacement des frontières, même si elles restent d'un point de vue administratif, elles ne peuvent que tomber en désuétude du fait de l'uniformisation du système monde. Alors ça, c'est un premier scénario. Le second scénario est exactement inverse, c'est celui que vous avez évoqué d'une crispation. Parce que les deux fondamentaux de notre avenir, que sont la crise environnementale et la révolution technologique, ont, et je suis tout à fait d'accord avec vous, le potentiel de contraire, conduire à un renforcement, à une rétractation des frontières nationales, tout simplement parce que la technologie va laisser sur le bord de la route des dizaines de millions de personnes, et idem pour le réchauffement climatique, si elle frappe très durement les États, par exemple les États du Sud, les États du Nord seront obligés de se recroqueviller sur leurs frontières. Mais in fine, parce que tout ça c'est dialectique, in fine, admettons qu'on ait cette espèce de dichotomie du monde, un monde sous-développé en proie au chaos et un monde barricadé au nord derrière ses acquis technologiques. Quel est le mouvement suivant ? Le mouvement suivant, c'est pour ces habitants du nord de reconquérir la planète et de l'uniformiser à leur profit. Je crois que si un tel scénario se produisait, le post-humain reconquérerait les espaces perdus pour effacer toute frontière, le post-humain et l'intelligence artificielle, parce qu'elle aussi est candidate à la prise de pouvoir politique, et sa rationalité devrait conduire à une uniformisation du système monde. Je fais une différence entre l'utopique et l'utopie. L'utopique, c'est un mouvement de pensée et quand je parle de mouvement, c'est au sens presque physique du terme, hein, pas culturel, mais qui conduit à se dire que ça pourrait être différent, les choses pourraient être différentes, et en particulier les choses pourraient être meilleures, pourraient être mieux. Finalement, l'utopique, c'est l'idée de progrès, hein, ces deux notions qui sont extrêmement liées. En revanche, l'utopie, alors l'utopie, ça c'est un genre littéraire avec des propositions de législation extrêmement précises, et c'est pas du tout la même chose.
Parce que les propositions qui sont faites, en particulier l'utopie de Thomas More, la première vraiment l'épure qui a donné son nom au genre littéraire, même s'il y avait eu d'autres utopies avant, comme la République de Platon, eh bien aujourd'hui on les voit comme des abominations. Pendant longtemps, je me suis demandé, parce que c'était une de mes spécialités, l'utopie, pourquoi au XXe siècle on était passé de l'utopie à la dystopie, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on n'avait pas continué d'écrire des sociétés, de décrire des sociétés idéales au XXe siècle, et qu'au contraire la dystopie l'avait emporté. Je me suis aperçu qu'il n'y a pas eu de rupture. Enfin, je veux dire, ce sont les mêmes sociétés qu'on décrit. Ce qui a changé, c'est notre rapport à l'utopie, c'est-à-dire notre vision de l'utopie. Ce qui semblait à Thomas More de bonne foi merveilleux, aujourd'hui, vous réécrivez l'utopie de Thomas More en le technologisant, en l'adaptant à notre monde, ça nous paraît le pire des totalitarismes, le pire des cauchemars. Donc notre vision de l'idéal a changé, et c'est ça qui nous a fait passer de l'utopie à la dystopie. Mais il ne faut surtout pas oublier le mouvement utopique, c'est-à-dire l'utopisme, qui nous conduit à vouloir toujours améliorer notre réel.